Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025. Et tout de suite, voici le sommaire. C'est la 6e en 2 ans. Elisabeth Borne est donc la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Un ministère qui devient aussi un ministère d'État et dont les chantiers demeurent importants. On en parle dans la première partie de cette émission avec notre invité. Démocratiser l'accès à la littérature avec un concours, c'est ce que récompense notamment le prix Alain Spiès. On en parle avec sa fondatrice dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Adrien Fontenot fera la lumière sur la situation à Mayotte, où il y a notamment beaucoup questions d'éducation. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Adrien. Bonsoir Adrien et tous mes vœux pour cette nouvelle année. Bonsoir Virginie également, bonsoir à tous. Merci. On commence ce journal Adrien avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui exprime ses volontés, notamment sur les suppressions de postes. Après son voyage à Mayotte, elle était l'invitée de BFM TV. La ministre a assuré, malgré le déficit budgétaire, vouloir conserver des postes d'enseignants censés disparaître. Le précédent gouvernement envisageait la suppression de 4000 postes d'enseignants dans son budget 2025, principalement dans les écoles maternelles et élémentaires. Et Elisabeth Borne a donc rappelé que la négociation budgétaire était en cours avec le Premier ministre, ses collègues, et qu'elle fera l'objet aussi de discussions avec les groupes parlementaires lors de l'examen du budget. C'est un enjeu sur lequel je me bats actuellement pour effectivement permettre d'avoir des postes d'enseignants à la hauteur de nos besoins. Autre sujet lancé lors de ces précédentes semaines et abordé par Elisabeth Borne, celui des groupes de besoins en 6e et 5e pour les cours de français et mathématiques. La nouvelle ministre est restée prudente en rappelant que le dispositif devait faire l'objet d'évaluations en mars et juin. Elisabeth Borne qui a également rappelé qu'elle mènerait ses combats sans être une spécialiste, comme pouvaient l'être ses prédécesseurs Jean-Michel Blanquer et Nicole Belloubet. Il n'en fallait pas plus au Rassemblement national pour l'attaquer. Écoutez Sébastien Chenu ce matin. Quand j'entends Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, j'ai envie de dire, mais il faut vous secouer, Madame Borne. Les enseignants, qui sont les premiers au devant de toutes les faillites de notre système, eh bien, ils ont besoin d'être protégés. Elle devrait dire, je serai intraitable, je les soutiendrai. La moindre atteinte à la laïcité, qui sont en augmentation dans une fac, dans une école, sera immédiatement sanctionnée. Non, elle ne dit rien. Vous lui faites le procès d'intention. On n'a pas encore démarré son action. Je l'ai vu à l'œuvre en tant que Première ministre. Je l'ai entendu en tant que nouvelle ministre de l'Éducation nationale. C'est grave, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas assez ferme sur des sujets aussi importants. Il va falloir qu'elle se secoue, Madame Borne. De survie pour les professeurs. Il va falloir exactement qu'elle se secoue, qu'ils se sentent soutenus. Le pas de vague, l'absence de soutien de la hiérarchie, c'est important. Les professeurs l'ont déploré et le subissent. Donc il y a un moment, on attend d'un ministre de l'Éducation nationale de la fermeté. Je n'entends pas ce discours dans la bouche d'Elisabeth Borne. Je pense qu'elle manque de courage politique. Eh bien, on sera attentif évidemment au travail de la ministre de l'Éducation, également au travail des autres ministres, car la France est toujours dans l'attente d'un budget 2025. Oui, c'est aujourd'hui que débutaient officiellement à Bercy des discussions entre le nouveau ministre de l'Économie et des Finances, Éric Lombard, et les différents chefs de partis politiques pour permettre au pays de sortir de l'impasse sur la question du budget 2025. Des discussions toujours plus tardives et une situation complexe pour Éric Lombard. La France n'a pas de budget. On est le 6 janvier, je peux déjà vous dire que c'est une situation inconfortable. Le 31 décembre, avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, on a signé une communication permettant de lancer un certain nombre de sujets, de maintenir un certain nombre de situations en place, notamment, par exemple, je pense aux agriculteurs qui défilent aujourd'hui, et pour lequel, dans ce budget, dans ce projet de budget, il y a des mesures qui sont prévues, mais pour qu'elles s'appliquent, il faut bien que le budget soit voté. Donc c'est important que ce budget soit voté. Pour ça, il faut dialoguer. Et ce que j'ai enrichi dans mon parcours à la Caisse des dépôts, c'est des liens avec l'ensemble des partis politiques, avec l'ensemble des acteurs politiques, une capacité de dialogue que je veux mettre au service des Françaises et des Français pour parvenir à un accord, ou à minima un accord de non-censure, pour que dans les meilleurs délais, notre pays ait un budget. Un accord de non-censure qui reposera donc sur les discussions et les engagements pris par le nouveau gouvernement. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a précisé certains d'entre eux dans un entretien à nos confrères du Parisien. D'abord sur le déficit public qui ne devrait pas excéder les 5,4% du PIB, alors que le précédent gouvernement ambitionnait 5%, plus de souplesse que les volontés de Michel Barnier et ses prédécesseurs, mais aussi et surtout pas de nouveaux impôts ni de hausse d'impôts qui pénaliseraient le pouvoir d'achat de la classe moyenne.
moyenne. La hausse de la TVA n'est donc pas une option envisagée. Le gouvernement Bayrou réussira-t-il là où celui de Michel Barnier a échoué? Réponse à suivre. Et cette histoire surréaliste à présent, depuis plusieurs mois, les élèves d'une école maternelle sont privés de cantine à cause des dealers. Ça se passe à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble. Et vous l'avez dit, Virginie, cela fait plusieurs mois que les élèves de cette école maternelle Elsa Triolet sont obligés de manger sur place des repas préparés par leurs parents. Pour accéder à leur cantine située dans un autre établissement voisin, les enfants devaient traverser une passerelle. Problème, celle-ci était utilisée par des guetteurs pour surveiller un point de deal, mais la passerelle a enfin été condamnée. Il faudra maintenant faire un détour de quelques minutes pour accéder au réfectoire sur une route très fréquentée et accompagnée d'agents de médiation, comme l'explique la maire d'Échirolles. C'est frustrant, mais moi, ce qui me tenait à cœur, c'est que ces enfants retrouvent une vie scolaire normale. J'aimerais à l'avenir qu'on n'ait plus à s'adapter parce que l'espace public, il est à chacun, chacune, et pas aux dealers. Les opérations coup de poing, c'est une très bonne chose, ça déstabilise. Mais sur la durée, nous, on réclame un commissariat de plein exercice sur le territoire de la commune. Et la demande de la maire va plus loin avec le soutien d'une pétition publique qui doit bientôt être envoyée au président de la République, Emmanuel Macron. On prend maintenant la direction de Roquebrune-sur-Argence dans le Var où une belle initiative contre le harcèlement scolaire a été initiée. Oui, des choses simples mais des choses qui fonctionnent. Là-bas, les élèves des écoles élémentaires ont désormais la possibilité de pratiquer des activités sportives et culturelles pendant leur pause du midi. Parmi les sports proposés, la boxe, le basket ou encore la gymnastique. Objectif, se défouler et évacuer le stress ou le trop-plein d'énergie. Et en fond, la libération de la parole sur le harcèlement scolaire, notamment hors du cadre de l'école. Comme l'explique Radouane Alain, responsable du projet éducatif du territoire, cela permet des moments informels où on va pouvoir discuter avec certains enfants. La boxe a aussi de belles valeurs. Cela développe de l'empathie, du respect, de la bienveillance. Ce sont toutes ces composantes qu'on essaie de mettre en place dès le plus jeune âge. Une initiative de la municipalité en partenariat avec 17 associations sportives de la commune qui ont accepté d'accueillir les élèves bénévolement. Et depuis la mise en place il y a un mois, les retours sont positifs. On peut mieux se connaître au lieu de se harceler, raconte Liam, 9 ans. Avec le sport, on peut rester ensemble et devenir amis. Par exemple, mardi, c'était badminton et je me suis fait un ami en CM2. Le programme séduit et va donc évoluer avec de nouveaux sports comme le rugby et le taekwondo, de nouvelles associations aussi, car il faut répondre à la demande qui grandit. 950 élèves bénéficient déjà de ce dispositif. Et on va terminer avec ce qui sera peut-être une bonne résolution pour 2025 chez les jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à se mettre au tricot. Oui, vous ne rêvez pas, hein, votre petit-fils, enfant, neveu vous a peut-être demandé une pelote de laine au lieu d'un objet connecté pour son smartphone à Noël. Et c'est normal si c'est le cas, car il rejoint de nombreux jeunes à se prendre de passion pour le tricot ou le crochet, comme Edou Crochet que vous voyez actuellement, suivi par plus de 800 000 personnes sur TikTok et qui expose ses plus belles créations. Pour prendre plus large encore, une étude Opinionway révèle que plus d'un tiers des moins de 35 ans pratiquent aujourd'hui le tricot. Écoutez à ce propos Christine Russell, présidente et fondatrice des boutiques Une Maille à l'endroit. C'est vrai, c'est un phénomène que l'on observe depuis quelques années et qui est très sympathique et très rigolo, je dirais. Il y a un engouement de plus en plus massif des jeunes pour le tricot et le crochet d'ailleurs. Alors comment on l'explique? Eh bien, je pense qu'on vit d'abord dans un monde qui est un peu compliqué, hein, qui est un petit peu agressif, qui est parfois un peu violent et qui est aussi très virtuel et en partie, je dirais, désincarné. Et les jeunes qui portent beaucoup de choses sur leurs épaules et qui sont inquiets quant à l'avenir, je pense qu'ils ressentent ce besoin de se réfugier aussi dans des activités qui soient bienfaisantes, qui soient relaxantes. Qui détendent, ouais. Qui détendent absolument, qui développent aussi un peu la confiance en soi. Voilà, notez toujours selon l'étude Opinionway que les tricoteurs sont 74% à déclarer se sentir mieux et plus heureux depuis qu'ils pratiquent cette activité. Merci beaucoup Adrien. Ancienne Première ministre Elisabeth Borne succède à Anne Genetet à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche. Une configuration étrange pour ce premier gouvernement Bayrou sur lequel pèse encore la menace de la censure. Alors où en est-on des grands dossiers de la rue de Grenelle? Ils sont nombreux, on le sait. On en parle tout de suite avec Laurent Kaufmann. Pour en
en parler, Laurent Kaufmann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, tous mes vœux, merci beaucoup d'être là. Merci de votre invitation, tous les vœux de la CFDT Éducation à School TV. C'est gentil, nous prenons. Écoutez, toute la rédaction vous remercie. Vous êtes donc secrétaire SGANEF CFDT. On va parler évidemment d'Elisabeth Borne, qui est la nouvelle ministre de l'Éducation. Ça ne vous a pas échappé, comme personne. Sauf que c'était pendant ses vacances, si je puis dire, en tout cas cette période des vacances d'hiver. Donc peut-être certains sont passés un petit peu à côté, notamment des différentes allocutions. Lors de son discours à la passation de ministère, Elisabeth Borne a démarré en disant « Je ne suis pas spécialiste de ces sujets ». Est-ce que c'est une nomination, du coup, qui vous inquiète lorsqu'elle démarre comme ça ? Pas forcément, parce qu'on a eu des spécialistes du sujet qui ont fait des choses qui sont parfois quand même très limites, ou des gens qui se disaient spécialistes du sujet. À qui ? Je pense à ce qui s'est fait ces derniers temps, notamment autour du choc des savoirs, avec des gens qui se prétendaient experts du remède et avec un vocabulaire justement de choc, de brutalité. Pense à Gabriel Attal ? Par exemple, ouais. qui n'était pas adapté et qui n'est pas adapté à ce que l'école aujourd'hui attend et a besoin comme soutien. Et puis elle a fait aussi des déclarations sur le fait que on fallait pas forcément attendre un seul modèle de réussite scolaire. C'est pas ce qu'elle a dit à la passation, mais elle a fait d'autres déclarations qui sont intéressantes parce qu'aujourd'hui, on a l'occasion d'échanger et à School TV vous le montrez. La société est complexe, l'éducation c'est un problème complexe et il faut qu'on sorte des solutions simplistes et uniformes. Donc on est prudent. On prend sa nomination, de toute façon, voilà, on est satisfait qu'il y ait une nomination. Sur l'ordre du symbolique, elle est le numéro 2 du gouvernement. Oui, ministère d'État, effectivement. Voilà, et c'est la première fois qu'un ministre de l'Éducation nationale va être numéro 2 du gouvernement. Qu'est-ce que ça peut influer, en fait, comme nouvelle mesure ou nomination ou urgence réelle par rapport aux différents autres ministères ? Pour la CFDT Éducation, le fait que l'éducation soit numéro 2 du gouvernement, forcément, c'est quelque chose, évidemment, il ne faudra pas rester sur l'ordre du symbolique, mais c'est quelque chose qui peut avoir de l'importance. Et puis, c'est une ancienne première ministre, donc elle a une grande expérience, et notamment sur des arbitrages qu'il va falloir faire rapidement, notamment sur les moyens, sur des postes. C'est peut-être quelqu'un qui saura faire entendre aussi une voix avec une expérience. La question se pose justement, dans l'ancienne première ministre, est-ce qu'on lui a donné ce ministère, ministère d'État, pour cette raison-là, ou est-ce que c'est parce que justement François Bayrou aussi a été ministre de l'Éducation et qu'il veut marquer de son passage aujourd'hui au gouvernement ? C'est difficile à interpréter. On en saura davantage après la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ce qu'a dit Elisabeth Borne lors de la passation, c'est quand même... nous, on attend d'être entendus en tant qu'organisation syndicale. La CFDT est à la fois un acteur de proximité au soutien des collègues, mais aussi capacité de proposition et de participer à l'analyse. Ça nous paraît très important. Nous, ce qui a été dit, l'éducation comme un domaine réservé aux seuls politiques est quelque chose qui nous inquiète. Donc si Elisabeth Borne ne s'inscrit pas dans cette logique-là, mais au contraire entend le terrain dans ce que nous, on peut faire remonter, la CFDT Éducation, c'est tous les métiers de l'éducation qui sont représentés. Nous, on syndique tous les corps de métier, ce qui permet d'avoir une vision vraiment très très large et du coup on espère, puisqu'on est en période de début d'année et qu'on fait des vœux et que ce sont des bonnes résolutions, on espère qu'il y aura de l'écoute et surtout entendre les choses du terrain, parce que c'est pas nouveau, vous le savez, à School Éducation, on est déjà venu en parler. On est inquiet pour nos collègues enseignants qui vivent des situations difficiles. Les risques psychosociaux sont avérés, y compris maintenant la Cour des comptes le redit aussi. Donc c'est de plus en plus difficile de faire ce métier. On va en parler précisément de ces points-là si vous le voulez bien. Je voudrais juste revenir sur effectivement cette nomination d'Elisabeth Borne. On lui reproche souvent son côté technocrate. D'ailleurs, ça l'agace furieusement. Est-ce que c'est le reproche que vous lui feriez aussi, ou au contraire, vous avez l'impression qu'étant pupille de la nation aussi, ancienne élève boursière, elle est cette personne, cette ministre qui pourra aussi aller justement vers cette école de toutes les chances
dont tout le monde parle. En tout cas, à la CFDT Éducation, on ne fait pas de procès d'intention avant. Donc elle arrive, donc on attend et on est prudent, je vous l'ai dit, mais on est aussi à l'écoute. Et comme vous le dites, son parcours peut-être peut lui permettre une compréhension plus fine de la réalité, puisque, enfin, vous le savez, enfin les auditeurs le savent, le système français est parmi les systèmes les plus inégalitaires et il y a vraiment urgence à faire quelque chose sur le sujet. Donc est-ce que son parcours va l'aider à prendre des décisions qui vont dans ce sens? On l'espère. Alors je vois bien que vous ne faites pas de procès d'intention, mais enfin on ne peut pas quand même faire l'économie du passage d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Donc elle a déjà eu l'occasion de pouvoir marquer de son empreinte, effectivement, notamment dans l'éducation, les diverses mesures. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de son passage à Matignon ? C'est un souvenir mitigé puisque de toute façon elle était porteuse de la politique présidentielle et gouvernementale et à ce titre-là justement elle était dans cette idée d'éducation domaine réservé. Donc est-ce qu'elle va infléchir cette position? On peut considérer, enfin tout le monde apprend, nous, enfin on estime qu'on apprend aussi de ses erreurs. Il y a eu beaucoup de choses faites vraiment qui ont mis le pays et l'école en difficulté. Est-ce que le message qui sera porté par les organisations syndicales, et notamment la CFDT, sera entendu? On l'espère. En tout cas, un message fort qui est dit par tout le monde, c'est ce besoin de stabilité dans la France de manière générale, à l'éducation en particulier. Je rappelle quand même qu'il y a eu 6 ministres de l'éducation en 2 ans, 7 en 7 ans, puisque Jean-Michel Blanquer a fait un peu plus d'années que les autres. Donc Blanquer, Ndiaye, Attal, Oudéa Castéra, Belloubet Bégentais, et maintenant on arrive à Elisabeth Borne. Elle l'a dit hier sur BFM TV, dans son interview, que le pays avait besoin de stabilité, mais elle est quand même restée cette image de Madame 49.3. Est-ce que ça vous effraie ? Alors, dans le poste qui va être le sien, l'éducation, elle se réforme aussi avec des arrêtés, des circulaires et des décrets. Parfois, il y a des décisions assez simples qui peuvent être prises sans un énorme arsenal juridique. Donc, et encore une fois, son poste n'est pas le même. Mais il va y avoir, on a les premiers éléments de l'arbitrage budgétaire où pour l'instant, on va pour la rentrée. Enfin, on sait que il y aura pas, enfin, les suppressions de postes seront peut-être pas aussi massives qu'annoncées, mais il y a un vrai sujet à mettre sur la table. On va avoir une baisse de la démographie. Ça pourrait être un rendez-vous formidable pour justement repenser l'école et investir dans l'avenir, la formation initiale, la formation continue. Mais s'il n'y a pas d'effort budgétaire sur les salaires et la modification des conditions de travail, l'attractivité du métier d'enseignant va continuer à avoir une image très dégradée. Et de toute façon, ça a un coût et ce sera à payer à un autre endroit que si on investit sur l'avenir. Donc le message que la CFDT veut faire entendre, c'est que c'est extrêmement important d'investir sur à la fois les conditions de travail et sur la rémunération parce que les collègues sont en difficulté sur ces sujets-là. Dans cette interview sur BFM TV hier, Elisabeth Borne est revenue justement sur la suppression de postes et a tenu à dire qu'elle allait tout faire pour éviter, je cite, la suppression de ces postes enseignants. Est-ce que vous y croyez dans un contexte de coupe budgétaire ? Écoutez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais on peut d'abord... Elle s'engage, donc on espère qu'elle tiendra ses engagements. Il y a eu quand même pendant toute la période du débat, quand Michel Barnier était encore Premier ministre, au Sénat, il y a eu une décision de l'ensemble des sénateurs de revenir sur les suppressions de postes, oui, notamment dans le premier degré. Parce que c'était une taille à la serpe, voire à la hache, cette métaphore pénible de l'Argentine reprise par certains dirigeants politiques. On réforme pas à la hache, et alors surtout pas la fonction publique, et surtout pas l'école. Donc là, si elle va dans ce sens, encore une fois, on espère effectivement, parce que, en fait, il faut beaucoup de finesse pour... je vous disais, il y a une baisse des effectifs, elle est certaine, mais elle ne doit pas s'accompagner systématiquement de fermeture de classes. On a des situations qui sont invraisemblables dans le rural, dans certains territoires urbains, et où les collègues ont trop d'élèves à prendre en charge avec trop de difficultés.
Autre dossier qui est très important et qui est en lien avec la suppression des postes, en tout cas avec les postes enseignants, c'est la répartition des postes enseignants par académie, qui est un énorme job. Alors, peu de gens le savent en général, mais ce moment se fait plutôt avant la fin d'année. Et là, pour les raisons que l'on connaît évidemment, eh bien, ça s'est fait, parce que faute de loi de finances, ça s'est fait, enfin, ça va se faire demain, il me semble, le 7 janvier. C'est combien 800 000 enseignants à peu près qui vont être affectés devant 12 millions d'élèves? Alors, en fait, il y en a une très grande majorité qui sont déjà affectés. La question, c'est dans quels endroits on va affecter ou non des moyens supplémentaires, ou dans quels endroits on va supprimer des postes, parce qu'on n'est pas tellement sur des moyens supplémentaires, mais plutôt sur une répartition des collègues qui ont passé les concours, qui sont actuellement en position de stagiaire et qui vont être affectés sur les académies. Donc, et on a des académies qui ont en termes démographiques, on a des académies qui ont des très gros besoins. Excusez-moi de vous couper, mais il y a déjà de très gros manques, de très gros besoins, et en plus un retard. Alors certes, qui paraît pas important, mais 2 semaines ou 3 semaines, ça compte dans le temps de l'éducation. Est-ce que ça peut jouer justement et mettre en péril la future rentrée? Alors, la rentrée, elle sera complexe de toute façon, parce que comme vous le dites, il y a déjà sur des supports de poste, on peine à trouver des collègues dans la voie professionnelle, dans des matières professionnelles. Il y a des classes entières qui n'ont pas d'enseignants. C'est très très difficile de trouver des collègues. Dans certaines disciplines, c'est très difficile de trouver des collègues. Et c'est aussi pour ça, vous m'avez fait réagir tout à l'heure sur Gabriel Attal. Son choc des savoirs était non seulement inadapté, mais en plus il n'a pas pu être mis en place parce qu'il n'y avait pas les supports humains pour organiser la répartition en groupe, qui déjà en soi était critiquable sur l'organisation technique, mais même d'un point de vue humain, il n'y avait pas les ressources. On aura des difficultés, pas qu'à la rentrée, dans les années qui viennent. On n'est pas le seul pays. Il y a beaucoup de pays il y a une crise du recrutement dans les milieux, dans les systèmes éducatifs, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas d'effort, ce que dit la CFDT depuis longtemps, s'il n'y a pas d'effort budgétaire et aussi sur les conditions de travail. Ça, on entend bien qu'on est dans une période de rigueur, mais il y a aussi des choses qui peuvent être faites indépendamment qui devront être faites sur l'effort de rémunération, mais aussi sur l'organisation des conditions de travail. Et là, la CFDT a des propositions à faire. Lesquelles, par exemple? Une ou deux propositions très vives, très rapides, qui nous permettent de comprendre l'engagement aussi de la CFDT. Par exemple, alors c'est une réflexion et c'est à partager, mais on a des collègues très expérimentés qui sont en difficulté, qui peuvent être en difficulté à avoir beaucoup d'heures de cours. Ils pourraient avoir un allègement de service et accompagner de plus jeunes collègues qui débutent dans le métier. Le métier d'enseignant, c'est un métier difficile. Mais on va supprimer des postes enseignants donc déjà existants. Non, on allégerait des services de collègues, par exemple, qui arrivent vers 55, 60, 65 ans. On est obligé de travailler jusqu'à 64 ans maintenant. Et ils pourraient avoir un allègement de service pour accompagner des jeunes collègues dans la difficulté du métier. Il y a des pistes comme ça à réfléchir. Il y a aussi développé la formation continue. Elle a été mise à mal par le remplacement de courte durée qui est devenu l'obsession aussi de l'institution. Ça s'entend, qu'il soit nécessaire de remplacer, mais là on le fait de telle manière qu'on empêche des gens de partir en formation continue. La CFDT dit, le métier d'enseignant, c'est une formation initiale robuste et une formation continuée qui est digne de ce nom, parce que les réalités des métiers enseignants sont très difficiles. Vous faisiez allusion il y a quelques minutes au choc des savoirs, donc de Gabriel Attal, lancé par Gabriel Attal, puis après repris par les différents ministres. On a reparlé encore hier, dans cette interview sur BFM, Elisabeth Borne, des groupes de besoins et non pas de niveau, puisqu'on a essayé d'être clair sur cette notion de besoin. Est-ce que, pour vous, il va y avoir donc des évaluations en mars et en juin, est-ce que pour vous, il y a un point de non-retour clairement sur ces groupes de besoins ou pas? Il faut les maintenir? Est-ce que c'est non? Le Sénat s'est positionné. Bon. La CFDT, elle est opposée depuis le début à cette façon de travailler. La modification sémantique de groupe de niveau à groupe de besoin, elle est importante, parce que ça ne dit pas la même chose. Mais le fait de répartir les élèves sur tout un volume horaire, en français, en mathématiques, en 6e et en 5e, c'est absurde. Et ça ne fonctionne pas. Mais encore une fois, c'est en plus une réforme qui a été mal faite, rapidement faite, de manière un peu amatrice. Parce qu'en fait, derrière, les chefs d'établissement ont été en difficulté parce que parfois, sur des supports de poste, ils avaient
personne. Enfin, des petits collèges ruraux où il n'y avait pas beaucoup d'équipes, ils étaient obligés de compter sur un collègue d'à côté qui avait des temps de trajet, où il y a des endroits où il n'y avait pas de support de poste, enfin, il n'y avait personne sur le support de poste parce que les concours n'ont pas fait le plein, parce que les contractuels, on n'arrive pas forcément à en recruter dans certaines disciplines. Donc, nous, à la CFDT Éducation, on est sur une idée d'autonomie des établissements, à la fois sur l'analyse et sur la mise en place des solutions. Parfois, la solution du travail en groupe, elle n'est pas du tout à écarter, mais elle n'est pas... Ce qui se fait depuis très longtemps, depuis des générations entières. Mais de dire que depuis la rue de Grenelle, on décide de comment vont être répartis les élèves en groupe, de niveau, en disant les élèves les plus fragiles seront ensemble et surtout ne seront pas avec les autres. Alors là, la nuance a été faite. On n'est pas bon en algèbre, mais on est bon, par exemple, en géométrie. C'est un besoin et non pas une question de niveau. Oui, mais bien sûr, mais c'est parce que ça, on a été très ferme sur le terrain dans les organisations syndicales et notamment la CFDT pour dire on ne laissera pas passer le tri social. Alors, ne pas laisser passer le tri social, effectivement, c'est ce que l'on reconnaît, entre guillemets, en tout cas, c'est ce que les confrères et certains Français reconnaissent à Elisabeth Borne. Toujours pareil, cette idée de jeune femme qui a grandi dans des conditions pas forcément faciles, dont on peut reconnaître la pugnacité. Certains lui reprochent encore une fois, il y a eu quand même 23, 49-3, on ne peut pas faire l'économie de ça. Mais en tout cas, une ligne claire, c'est sûr. Elisabeth Borne s'est rendue à Mayotte dès que possible pour constater évidemment les dégâts matériels et humains, se prononcer sur les écoles, mais elle a fait face aussi, et j'imagine que vous avez vu les images, cet extrait, face à deux profs qui lui ont dit à quel point ils étaient dépités. Vous êtes en relation, vous, de votre côté, la CFDT, avec les professeurs de Mayotte, que vous disent-ils? Oui, alors on a pendant tous les congés fait une chaîne de solidarité où on a appelé tous nos collègues sympathisants et adhérents pour prendre des nouvelles, comprendre, essayer d'aider. On ne commentera pas l'extrait. Vous le dites, c'est un extrait. Tout à fait. Je crois qu'une interview, la discussion dure 2 minutes. Elle ne dure pas très longtemps non plus. C'est bon, sorti du contexte, c'est pas forcément très pertinent. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, en tant qu'organisation syndicale, la CFDT s'est retrouvée à faire très vite, parce qu'on en avait la volonté, un travail qui aurait peut-être aussi pu être fait par le ministère. Maintenant, il y a une prise de conscience. Enfin, c'est aussi inédit ce qui s'est passé dans un territoire qui était déjà très en difficulté. L'état de dévastation dans certains coins est terrible. Et d'ailleurs, la décision, c'est d'une rentrée symbolique établissement par établissement, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que je crois qu'il y a plus de la moitié des écoles qui ne sont pas en état, écoles au sens premier degré, qui ne sont pas en état de recevoir du public. Dans les 25 collèges et les 10 lycées du territoire, il y a eu des dégâts, il y a eu des dégradations, il y a eu des vols, il y a eu de l'accueil aussi d'urgence, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient plus rien. Donc les choses vont être faites au cas par cas. On a des collègues qui sont, en tout cas, qui ont très envie de très vite réaccueillir des élèves pour essayer de reprendre une vie quotidienne et de reprendre contact. Mais la CFDT alerte sur le fait qu'on a des collègues qui sont en grande détresse, ou matérielle ou psychologique, et qu'il va falloir accompagner au mieux dans tous ces moments. Et alors là, on s'inscrit sur un temps, on va voir notre capacité collective, on s'inscrit sur un temps long. Sur un temps long, mais le problème, c'est que ça presse. Parce que là, on parle de faim, on parle d'eau potable, on parle effectivement d'éducation. On sait combien c'est important pour les enfants d'aller à l'école et pour aussi les profs, bien entendu, de faire cours et d'avoir un métier, tout simplement, d'exercer leur propre métier. Comment faire pour justement pallier cette urgence, pour pouvoir être dans la solidarité maximale au sein de la CFDT, en même temps qu'espérer du gouvernement pour que les enfants reprennent cours le plus vite possible? En tout cas, il y a eu une visite du chef de l'État, une visite du Premier ministre avec notamment la ministre de l'Éducation nationale. Il y a une chaîne matérielle et humaine qui s'est mise en place. Il y a des bâches qui sont déployées, des architectes qui vont vérifier la sécurité de l'intégralité des établissements scolaires, parce qu'il y a un travail vraiment de sécurisation pour que les conditions d'accueil soient les plus dignes. Et puis les problématiques d'eau, d'accès à l'eau, elles existaient déjà et de manière très criante avant le cyclone. C'est ce qui est reproché d'ailleurs. Oui, mais on avait... ça fait longtemps qu'on est en contact avec nos collègues de Mayotte qui nous alertaient. On avait des collègues chefs d'établissement qui nous expliquaient qu'ils avaient, à un moment donné, été point de distribution de l'eau pour les populations. Effectivement, c'est des choses qui me paraissent, vu de notre territoire, je crois qu'il faut avoir aussi un peu d'humilité. On ne comprend pas l'ampleur de la difficulté. Je crois que l'État met les moyens. Enfin, en tout cas, là encore une fois, on est à
un mois après la catastrophe. Il y a beaucoup de questions. Il y a des choses qui sont annoncées. Et nous, on sera vigilants à la CFDT Éducation pour être sûr que tout est fait pour que le plus vite possible, l'ensemble des élèves, des familles puissent être accueillis et que les collègues aussi puissent être accompagnés dans leurs difficultés, parce que ce ne sera pas juste enseigner, ce sera aussi accueillir une population probablement très meurtrie. On apprend des crises. L'éducation nationale, elle se forme à ça. Il y a de plus en plus de formations. On apprend à gérer les crises majeures. Donc on sait faire dans l'institution, mais il faut mettre les moyens et la volonté. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Une dernière petite question. Demain, nous allons commémorer les 10 ans des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Des cérémonies d'hommage aux victimes sont prévues partout, sur tout le territoire, tous les territoires français, demain, mardi 7 janvier. Aujourd'hui aussi, on s'engage, et nous aussi, évidemment, chez School TV et partout, dans tous les médias, à reparler de laïcité et de l'importance, effectivement, de la liberté de presse, la liberté de débat, de parole. Est-ce que les enseignants démarrent, si je puis dire, cette année 2025 aussi dans cette confiance-là, eux qui ont connu évidemment des assassinats dramatiques, Samuel Paty, Dominique Bernard, et puis des moments de violence terribles qu'on a connus depuis plusieurs années? Je pense que les communautés éducatives, elles sont meurtries, comme vous dites, par tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années. On peut même revenir à 2012 avec ce qui s'est passé dans l'école juive, parce que je crois que ça a commencé à ce moment-là, et c'est important de l'avoir en tête. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a des volontés collectives, et là on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça se prépare et ça se travaille dans des temps collectifs. Et moi j'ai dirigé des établissements scolaires où on a eu à faire face à l'accueil. Il a fallu réaccueillir le 6 janvier les élèves après Charlie, le 15 novembre, c'est-à-dire 48 heures après les attentats du Bataclan. Alors, moi, j'ai souvenir qu'on a inventé collectivement des choses et des manières de faire en respectant les collègues qui ne se sentaient pas de le faire, parce que c'est très difficile. Il y a beaucoup d'émotions, et sur toute la région parisienne, il y avait des gens qui étaient touchés personnellement. C'est ça ma question. Est-ce qu'ils se sentent épaulés? Parce que c'est vraiment, on est face au vide. C'est difficile de pouvoir, et on le sait, de parler de caricature. Il y a des situations très diverses. Je crois qu'il y a à rétablir la confiance sur ce sujet-là, mais ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On va reparler du temps long, et on va reparler des moyens, de ce que la CFDT. Ça, c'est de la formation continuée. Ça veut dire qu'il faut laisser du temps aux adultes, et aussi éventuellement avec les élèves, parce qu'ils ont des choses à dire, et notamment en lycée. Il ne faut pas non plus plaquer les choses. Il faut les systèmes éducatifs qui ont progressé ces dernières années, et comme l'atteste PISA, c'est ceux qui ont intégré la prise en compte de l'usager. Et ça, le système éducatif français, s'il y a un message peut-être pour Elisabeth Borne, ne sait pas le faire. Et ne sait pas assez bien le faire. Et donc on progressera tous sur des sujets aussi complexes en faisant du collectif. Merci beaucoup Laurent Kaufmann, merci d'être venu sur le Grand JT. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous fais encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et je suis ravie d'accueillir Françoise Piès. Bonjour. Bonjour. Tous mes vœux également. Vous êtes Merci. Vous êtes présidente du prix Alain Spiès. C'est un prix que vous avez créé en 2017 en l'honneur de votre mari. Est-ce qu'on pourrait redire peut-être quelques mots sur qui était votre époux? Absolument. Alain Spiès était professeur, d'une part, mais il était surtout écrivain. Enfin, les deux d'ailleurs, parce qu'il adorait son métier, aussi de professeur. Ouais. Il était écrivain. L'essentiel de son œuvre est publié aux éditions Gallimard, dans la collection de l'Arpenteur. Il était dans la mouvance de Claude Simon et plus lointainement Faulkner, Proust, Virginia Woolf, voilà. Comme il était anglophone aussi, c'était la littérature anglaise et américaine était aussi importante. Voilà. Et ce prix récompense donc un deuxième roman. Alors évidemment, une façon de lui rendre hommage par la littérature, par le roman, dont vous dites l'écriture
doit être jugée singulière. En particulier, c'était aussi ce qu'il définissait, lui, à l'inspièce. Absolument. Il a une écriture tout à fait singulière. Vraiment de très longues phrases, très musicales. Il était musicien, donc il travaillait à l'oreille. Il ne se satisfaisait de son écriture que lorsqu'il avait entendu. Voilà. Et effectivement, c'est assez fascinant de le lire. Je pense qu'il mérite d'être encore beaucoup plus connu qu'il ne l'est. Alors, vous pouvez peut-être militer aussi de votre côté pour les livres audio, puisqu'il y a une musicalité aussi de la littérature et de l'écriture. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'adaptations de fait. À un moment donné, je faisais beaucoup de théâtre, donc j'ai adapté 2 de ses romans. Et j'ai un ami comédien et dramaturge qui a aussi adapté plusieurs de ses textes. Et c'est assez fascinant. On est prêt à recommencer, d'ailleurs. Peut-être c'est l'occasion aussi de rappeler ce qu'est véritablement l'écriture, finalement. Évidemment, l'envie de mettre des mots sur un papier, des pensées, un imaginaire. Mais c'est aussi une technique, une musicalité qui s'apprend. Forme. C'est avant tout une forme, voilà, l'écriture. En fait, tout a été déjà dit, hein. Mais tout n'a pas été dit de la même façon. Alors, on parle du deuxième roman. En quoi c'est un cap délicat, un deuxième roman? Alors, un deuxième roman, c'est vraiment très, très important. Parce que le premier roman, bon, en général, on a de quoi, en soi, écrire un premier roman. Je ne dirais pas que tout le monde peut écrire un premier roman, loin de là. Un vrai bon premier roman, bien sûr. Mais enfin, on a de quoi le faire. Disons qu'il y a une attente, en tout cas. Voilà. Sur le premier roman, il y a toujours une attente, une excitation. Voilà. Donc, imaginons que ce premier roman ait existé, qu'il ait été publié. Évidemment, quand on écrit le deuxième roman, d'abord la peur de la feuille blanche, comme toujours, mais encore plus, parce que est-ce qu'on va être à la hauteur? L'éditeur vous attend au tournant. Si le roman a bien marché, eh bien, il veut que le deuxième soit à la même hauteur. Et s'il n'a pas bien marché, il se demande s'il a raison de continuer à vous suivre. C'est ce que vous disiez, voilà. votre époux aussi, puisqu'il a publié longtemps chez Gallimard. C'est-à-dire que lui, l'éditeur aussi était en attente. Flammarion. Oui. Et son deuxième roman était toute une aventure. C'est aussi pour ça que ça a du sens par rapport à lui, le deuxième roman. Parce que je ne voulais pas créer un prix de plus qui porte son nom, même si c'est ce que je voulais faire. Je voulais aussi créer un prix qui ait du sens par rapport à lui, par rapport à moi. Et bon, l'idée de la transmission était importante pour nous deux. Mais son deuxième roman, c'est une aventure rocambolesque. Je ne vais pas vous la raconter là, mais il l'a donné chez Flammarion. L'éditrice qu'il avait édité avait été remercié peu de temps avant, était arrivé un grand nom de l'édition que je tairais, et qui l'a fait attendre pendant 1 an sans lui donner de réponse. Et finalement, ce roman a atterri dans une autre maison d'édition dont l'éditeur également a été remercié, et il n'a finalement été publié que dans une toute petite maison d'édition qui s'appelait Critérion. Donc c'est une aventure, son deuxième roman. Mais c'est une aventure pour tous les écrivains, je crois, le deuxième roman. Mais il avait aussi l'angoisse de cette page blanche? Non. Je crois pas. Je crois pas. Il écrivait la nuit, il écrivait lentement parce que, comme je vous l'ai dit, il écrivait à l'oreille. Et il ne s'arrêtait que lorsqu'il était satisfait de lui. Mais je crois qu'il savait où il allait. Et il savait aussi quelle était sa valeur, mais de façon extrêmement modeste, car c'était quelqu'un d'extrêmement modeste. Vous aussi, d'ailleurs, on le voit. Vous dites que vous êtes sensible aussi au théâtre, à la musique, évidemment aux lettres, bien entendu, votre époux aussi, et donc ce prix Alain Spiès qui existe. Ça fait combien de temps maintenant? 8 ans. 8 ans. 8 ans, voilà, 8 ans que ce prix existe. La publication d'un premier roman, donc on l'a dit, en général, elle a attendu. En tout cas, il y a un émerveillement qui est là, et qui est toujours l'excitation du premier, mais c'est vrai que le deuxième c'est compliqué. Et puis aussi ce lien avec les jeunes, avec les enfants. Vous avez très envie en fait d'opérer une continuité aussi avec ces jeunes. Absolument. Quand vous dites que votre époux était professeur. Voilà, il était professeur, moi aussi. Oui. Et professeur de lettres aussi. Prof de lettres, oui. Oui. Et il était très très important pour lui et pour moi bien sûr dans la suite que cette idée de transmission se fasse, c'est-à-dire que le prix ça devait permettre à ceux qui n'ont pas forcément accès à la littérature d'y avoir accès. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec des médiathèques, avec des librairies, enfin un peu partout. Et surtout avec des jeunes, enfin je dirais surtout, pas surtout, mais aussi avec des jeunes et beaucoup avec des jeunes, parce que nous travaillons dans des collèges et lycées. Nous, sous 3 formes en fait, on a lancé un prix des jeunes très vite, hein, dès la 2e année du prix, on a lancé un prix des jeunes qui consiste à ce que nous choisissions 3 livres dans notre sélection des 12 livres qui se fait au mois de septembre, parmi les dizaines et des dizaines de livres que nous recevons. Nous en choisissons 12 en septembre, et en septembre précisément pour que les élèves puissent avoir à la rentrée. Donc parmi ces 12, nous en choisissons 3 que nous donnons aux élèves.
Voilà. Mais nous ne voulons pas choisir des livres à part. C'est vraiment dans notre sélection. Ils ont droit au meilleur. Voilà. On ne veut pas choisir des livres qui seraient peut-être un peu plus faciles, mais à nos yeux un peu moins bons. Mais alors, quels sont les critères? Parce qu'il y en a forcément les critères. C'est les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des livres qui aient une écriture singulière, qui ne soient pas des livres... bien entendu, l'histoire est toujours importante. Mais donc... Pour les jeunes, je dirais que l'histoire est peut-être encore plus importante parce qu'il s'agit que ça les touche quand même, ce qui n'est pas l'essentiel pour nous. Bien sûr, nous devons être touchés aussi, mais nous avons une exigence littéraire que ne peuvent pas avoir encore tout à fait les plus jeunes. Donc il faut que l'histoire leur plaise. Alors, on se dit que dans les 12 livres, en général, on en a bien 3 qui pourront plaire à des jeunes. Parfois, on se trompe, mais pas trop, finalement, pas trop. Quand vous dites « nous », on parle d'un jury, évidemment. De qui il est composé, ce jury? Il est composé de 12 personnes qui sont essentiellement des auteurs. Parmi eux, il y a plusieurs anciens lauréats, de nos anciens lauréats, puisque dans notre charte, il y a l'idée que si le lauréat le souhaite, il peut entrer dans le jury, en tout cas pour un an. Voilà, ça a été le cas de presque tous les lauréats. Oui. Et il y en a encore 3 qui sont avec nous et qui n'ont pas envie de partir. C'est difficile de résister, en fait. Alors, est-ce qu'ils vous ont raconté, justement, c'est pour ça qu'il faut le partager aujourd'hui, peut-être, la première fois, finalement, où on pose un stylo lorsqu'on est jeune, peut-être lorsqu'on a 10 ans, 12 ans, 16 ans, et qu'on décide peut-être d'écrire une page, puis 2, puis un roman? Oui. Comment ça se passe? C'est très variable d'un individu à l'autre, vous savez, c'est très, très particulier. Mais c'est vrai qu'il y a la sensation d'avoir quelque chose à transmettre et quelque chose à dire de soi, même si on n'écrit pas du tout de l'autofiction. Par exemple, Alain n'écrivait pas du tout d'autofiction, il n'y avait rien d'autofictionnel chez lui, mais comme disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Donc, en fin de compte, on dit aussi des choses de soi. C'est l'autre moi. On entend, voilà. Même quand on souhaite. Alors, après, c'est la façon d'écrire des gens qui diffèrent. Je pense qu'il y a ceux qui se jettent sur le papier, qui développent à l'infini, puis qui, après, vont devoir couper, parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi comme ça. Et puis, au contraire, ceux qui vont prendre leur temps et qui, au fil de leur adolescence, de leur jeunesse, parfois plus tard, il y a des gens qui commencent tard l'écriture, et il faut leur laisser aussi la place, qui ont mûri avec peut-être d'autres arts parfois, ou d'autres métiers, tout simplement, et qui, à un moment donné, savent qu'ils peuvent se poser et enfin dire des choses. Alors justement, dire des choses, vous parlez de ces sujets qui touchent aussi les jeunes, évidemment, et c'est aussi que vous retenez en priorité dans les livres sélectionnés. Le prix Alain Spiess du deuxième roman 2024 a été attribué à la nuit, alors j'espère que je ne me trompe pas, en tout cas je n'écorche pas le nom, à la nuit de David d'Abigail Assor, aux éditions Gallimard, donc toujours. Le jury a salué un livre qui, je cite, dans une langue retenue, parle avec émotion des liens fraternels et montre poétiquement comment un enfant mal aimé, parce que différent ou un peu différent, est amené à plonger dans la folie. Oui. C'est une façon de parler aussi de l'angoisse de ces jeunes aujourd'hui. Absolument. C'est un très, très, très beau livre. Et en fait, on ne l'a pas proposé aux jeunes et je crois qu'on a eu tort. Voilà. Peut-être qu'il aurait eu aussi le prix des jeunes. Les jurys ont été aussi particulièrement sensibles à la force de l'écriture d'un autre roman. Alors celui-ci, il s'appelle, excusez-moi, Cette vieille chanson, voilà, qui brûle, d'Alexandre Leno, c'est ça, aux éditions de Noël, dont les héros sont des jumeaux. Dans les deux cas, les héros sont des jumeaux. D'accord. Des jumeaux, mais élevés encore une fois, c'est assez sombre toujours, par un père taiseux et brutal, dans une nature à la fois sauvage et menacée. Donc on voit encore les sujets de société qui font surface. Dans ce livre, c'est très clair, parce que c'est aussi un livre écologique, très écologique. Voilà. Puisque un des garçons devenu adolescent va se battre pour sauver cette forêt menacée, effectivement. Autre idée que vous avez lancée, c'est un concours de nouvelles, c'est ça, organisé depuis 4 ans maintenant, voilà. qui permet aux jeunes de participer. Et vous faites le lien avec les JO de la littérature qui sont arrêtés en 48, c'est ça? Oui, alors ça, c'est cette année. Ah, c'est incroyable, parce que je n'y avais pas pensé, effectivement, mais en lisant, ça m'a paru effectivement extrêmement clair. Comment ça se passe? Comment est venue l'idée?
Justement, en fait, l'idée, je vais vous le dire, alors vraiment, l'idée est venue d'un ami qui s'appelle Louis Chevalier, qui a écrit un très beau livre sur les JO de la littérature. Ouais. Car les JO ont existé de 1912 à 1948. Ouais. Évidemment, des interruptions qu'on peut imaginer avec les guerres. Donc, ils ont été abandonnés en 1948. Et parmi les lauréats, il y a des noms incroyables. Il y a Cocteau, il y a Edith Wharton, enfin bon, c'est... Oui, c'est ce que j'ai découvert en travaillant effectivement sur cette idée-là. Complètement fou. Donc, je me disais, voilà, cette année, on a les JO à Paris et on ne fait rien pour les JO de la littérature, c'est pas possible. Alors, au moins, nous, modestement, dans notre nouvelle, on va rappeler ça et j'avais donné comme thème, donc, JE-U, voilà, pour faire le lien entre ce qui est le plus intime et ce qui est le plus universel et en l'occurrence, cette année, les JO. Fabuleux. Merci mille fois Françoise Piès d'être venue nous parler à la fois du prix Alain Spiès et puis aussi de donc, ce concours qui sera organisé à Trouville, c'est ça, sur Mer? Non, il a été organisé à Trouville jusqu'à l'année dernière, mais maintenant il est à Paris. Oui, il est à Paris. Et on a, je ne sais pas si on a encore une seconde, mais on a aussi organisé un nouveau concours de nouvelles qui consiste à demander à des enfants d'un établissement défavorisé d'écrire une nouvelle avec des enfants d'un établissement plus favorisé et de s'échanger les nouvelles par mail. C'est une nouvelle épistolaire. Et là aussi, son thème de cette année, c'est jeu, évidemment. Et puis de créer du lien, évidemment, entre ces enfants qui, en général, se rencontrent peu. Voilà, se rencontrent peu et ont des idées fausses les uns sur les autres. Merci mille fois, Françoise Piès, d'être venue sur le Grand JT. Merci. Tout de suite, on va retrouver Adrien Fontenot pour sa chronique. Adrien, dans votre chronique aujourd'hui, vous faites la lumière sur la situation toujours aussi inquiétante et délicate à Mayotte, 3 semaines après le passage du cyclone Chido. Le 14 décembre 2024 restera dans l'histoire de Mayotte comme un traumatisme. En 90 ans, jamais un phénomène météorologique n'avait causé autant de dégâts sur l'archipel. Des dégâts humains déjà, des pertes difficiles à chiffrer. Le 24 décembre, dans son dernier bilan toujours provisoire, la préfecture de Mayotte comptait au moins 39 morts et 4260 blessés, dont 124 grièvement. Un décompte comparable à celui de la tempête Xynthia qui avait frappé la côte atlantique en 2010 et fait 47 morts en métropole. Mais à Mayotte, la situation est différente car la catastrophe annoncée est aussi matérielle. Et ça, le président de la République, Emmanuel Macron, les 19 et 20 décembre, mais aussi son Premier ministre, François Bayrou. Eh bien, plus récemment, on a pu le constater. Qu'est-ce qui a changé depuis leur déplacement? Eh bien, pas grand-chose, hein. Malheureusement, enfin pas grand-chose. EDF fait bien tout son possible pour rétablir l'électricité sur l'ensemble de l'archipel. 200 tonnes de matériel de réseau, 60 véhicules et 220 groupes électrogènes ont déjà été déployés par le groupe. Mais 3 semaines après le passage du cyclone, près d'un tiers des foyers sont toujours privés d'électricité. Écoutez à ce propos, Germain, il habite Mamoudzou depuis 4 ans. Notre quartier a beaucoup été oublié, on n'a toujours pas d'électricité et donc on se débrouille par nous-mêmes parce que la ville de Mamoudzou n'est jamais venue nettoyer. Donc on a passé là des journées à vider, à récupérer des camions pour vider tous les déchets. Voilà, c'est tellement le bazar sur place qu'on survit. On commence un peu à fatiguer, mais c'est horrible. C'est la vie de tout le monde chez nous, en tout cas même encore beaucoup à Mamoudzou. Une situation des plus difficiles et qui dure alors que la vie doit reprendre son cours. La rentrée scolaire elle est prévue dans 1 semaine. La réouverture des établissements scolaires, une nouvelle urgence supplémentaire pour François, professeur à Mayotte. Ce qu'on attend d'abord au niveau de l'éducation nationale, c'est de mettre en place rapidement des solutions pour que la rentrée puisse avoir lieu le 13 janvier. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors l'éducation, parlons-en justement. Les établissements ne semblent pas du tout en condition pour une réouverture optimale. Et pire, le monde enseignant sur l'archipel se dit abandonné par l'État et notamment par Elisabeth Borne. Et il y a cette terrible séquence diffusée par nos confrères de BFM TV. Elisabeth Borne était du déplacement avec François Bayrou fin décembre à Mayotte. Elle a été prise à partie par un professeur d'EPS et un conseiller principal d'éducation qui l'interpellait sur la situation locale. La séquence dure un peu plus d'1 minute avant que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, sans vraiment de réponse à apporter, ne tourne le dos à ses interlocuteurs. Une scène choquante pour les syndicats, une aide de l'État qui n'arrive pas, des personnels qui tiennent à bout de bras parfois sur leur fonds ou des cagnottes, les établissements qui accueillent les familles. Le témoignage de ce collègue est édifiant. Elisabeth Borne ne peut pas tourner le dos à cette réalité, ce à quoi la ministre a répondu ce dimanche, toujours sur BFM TV. Elle a reconnu une erreur, une maladresse, mais refuse de sous-estimer
exprimer la fatigue et l'épuisement des sinistrés. J'ai été choqué par la façon dont quelques secondes d'un échange ont pu être exploitées sur les réseaux sociaux, en laissant croire que je ne serais pas consciente des difficultés de Mayotte. Il y a le cortège qui attend et je quitte cette séquence parce que je suis attendu et en retard dans un échange que je dois avoir avec des personnels de l'éducation nationale qui font face à des difficultés énormes. Il faut dire que les syndicats alertent depuis plusieurs semaines sur la situation des établissements scolaires. On l'avait entendu un peu plus tôt avec François, ce professeur, et sur un plan d'aide présenté par le gouvernement jugé insuffisant. Le plan qui prévoit notamment des tentes écoles qui doivent être montées avant la rentrée prévue le 13 janvier selon les modalités adaptées établissement par établissement. Pour Jean-Rémy Girard, président du SNALC, la rentrée a été annoncée avant même de se demander si on pouvait et comment on pouvait la faire. Des collègues n'ont plus d'habitation, il faudrait qu'ils puissent se loger avant. Des logements abîmés, donc des tentes d'appoint mises en place, car évidemment les établissements scolaires ont également souffert pendant ce cyclone. Mais à cela, pas vraiment de réponse de l'État, comme le déplore Sophie Vénétitès, secrétaire générale du SNE-SFSU. Rien n'a été dit sur les procédures pour rouvrir les bâtiments scolaires en toute sécurité. Des collègues nous signalent que dans certains collèges, le plafond est imbibé d'eau. L'éducation nationale ne s'est pas donné les moyens de recenser les élèves, les personnels et l'état du bâti scolaire. Autant d'absence de mesures qui semblent pourtant prioritaires, alors que l'État annonce également le lancement d'un plan d'attractivité et de fidélisation des enseignants. Mais avant d'attirer et de fidéliser, il faudra peut-être refonder à la fois les infrastructures et la confiance. Les syndicats ont fait l'appel, l'État est pour le moment absent. Merci beaucoup Adrien, merci. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Quelle est la philosophie de la MLF pour ceux qui ne la connaissent pas et surtout ses missions ? Alors, la MLF, ça repose sur 3 piliers. Le premier repose sur le plurilinguisme, c'est-à-dire quand elle a été créée en 1902, cette association a tout de suite intégré la question de la pluralité des langues et le plurilinguisme pour faire que nous puissions être amenés et que les élèves qui sont à l'étranger puissent être amenés à déployer ces capacités langagières en langue étrangère en particulier. Et donc, le slogan, c'était 2 cultures, 3 langues. D'accord. La culture du pays dans lequel on s'implante et 3 langues parce que vous avez la langue du pays dans lequel vous êtes implanté, le français et une langue étrangère, très souvent l'anglais. Aujourd'hui, on est bien plus que les 3 langues, mais c'est vrai que c'était cette dynamique-là qui prévalait à la création de l'association. Il y a la question de l'interculturalité parce que voilà, on ne peut pas, en tout cas, la mission laïque s'est pensée aussi dans cette approche où il fallait comprendre la culture de l'autre et intégrer cette culture-là dans l'enseignement. C'était pas un modèle plaqué et donc on devait aussi intégrer cette dimension. Et le 3e pilier, c'est la laïcité et donc cette dimension où en fin de compte, voilà, ça a été créé en 1902, donc à un moment crucial aussi sur la reconnaissance de la laïcité dans notre République. Et donc là aussi, c'était aller porter un modèle laïque d'enseignement pour donner à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà, et c'était vraiment sur ces 3 piliers-là que la MLF s'est fondée. Qu'est-ce que ça fait, Lily for Life, et comment ça fonctionne? Voilà, exactement. Voilà une lampe extraordinaire, un outil incroyable qui est issu d'une découverte scientifique de 2 chercheurs de l'université de Rennes, voilà, qui ont découvert une différence anatomique dans l'œil des personnes dyslexiques par rapport aux normolecteurs. Et suite à cette découverte, eh bien, ils ont mis au point une lumière pulsée qui va tout simplement aider les personnes dyslexiques à lire et à écrire. Alors, comment ça fonctionne? C'est la question qu'on se pose tous. C'est une lumière qui émet des scintillements, comme une lumière stroboscopique, dont on va régler la fréquence pour chaque personne dyslexique. Voilà, puisque la dyslexie, actuellement, il n'y a pas de consensus scientifique pour dire la dyslexie, les causes de la dyslexie, c'est ça. On sait qu'il y a une cause cognitive, une cause phonologique, mais ces 2 chercheurs ont mis en évidence une cause visuelle. Donc, si l'on fait lire des personnes dyslexiques, et notamment des enfants, sous une lumière stroboscopique dont on aura préalablement réglé la fréquence, eh bien, c'est comme si une dominance oculaire allait être retrouvée. Donc, les fameuses images miroirs. Vous savez, les enfants dyslexiques, lorsqu'ils lisent, ils confondent le B, le P, le M, le N, etc. Et du coup, les faire lire sous une lumière stroboscopique va effacer ces images miroirs et permettre un confort de lecture amélioré, une plus grande fluence, une diminution de la fatigue et puis surtout, pour les enfants, les élèves qui étudient à l'école,
une confiance retrouvée. Oui, bon, c'est quand même assez fou là ce que vous nous présentez. Ce que je comprends bien juste avant pour poser les détails de la dyslexie, c'est-à-dire que quand vous me parlez d'œil dominant, les enfants dyslexiques ont 2 yeux dominants alors que les autres... Ou alors pas de dominance oculaire. En fait, ces 2 chercheurs ont mis en évidence une différence de répartition de certains photorécepteurs dans l'œil des personnes dyslexiques par rapport aux normolecteurs. D'accord, voilà, c'est ce que vous venez corriger en fait. Exactement, exactement. C'est quoi un conte? En quoi ça se distingue d'un mythe, d'une légende? C'est quoi la particularité? D'abord, il faut savoir que ça vient du verbe compter, c'est évident, mais il faut se le rappeler, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, c'est que c'est une littérature orale, en fait. Et l'oralité est très, très importante. C'est surtout des récits qui se sont propagés donc, par des gens, souvent des femmes d'ailleurs. Et alors, on dit aussi conte de fées, alors qu'il n'y a pas souvent des fées dedans, mais fée, dans le mot conte de fées... C'est pas forcément une petite dame. Une fée, exactement. Oui, J'ai appris ça en vous lisant. Oui, ça veut juste dire qu'il y a du merveilleux dedans. C'est ça. Par exemple, dans Le Petit Poucet, les bottes sont fées. Ce sont des bottes qui sont magiques et qui lui permettent d'avancer plus vite. Dans Barbe Bleue, la clé est une fée parce qu'elle est magique. Elle dénonce la femme de Barbe Bleue qui a été dans la pièce dans laquelle elle ne devait pas aller. Et donc, ça désigne la présence du merveilleux dans les récits, mais pas. Donc, on pourrait dire des contes merveilleux plutôt que les contes de fées. Ça veut dire exactement la même chose. Des contes qui, par ailleurs, du moins quand ils sont inventés, qu'ils commencent à se diffuser, ne sont pas nécessairement destinés aux enfants. Non. Voire quand on vous lit, on se dit qu'il vaut mieux pas du tout raconter de contes aux enfants. Mais même les contes de Perrault qui ont l'air d'être pour les enfants, si vous les lisez pour de vrai, c'est hyper trash. Il se passe vraiment des choses assez horribles. Des parents qui abandonnent leurs enfants, des enfants qui se font dévorer. Déjà, c'est des histoires qui sont quand même assez violentes. Mais oui, bien sûr, c'était les adultes qui se divertissaient comme ça le soir. Bon, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les séries. Et puis, les réseaux sociaux. Oui, et il n'y avait pas non plus grand monde qui savait lire. Ouais. Et donc, en fait, on se transmettait les histoires par la parole, souvent le soir. Et ça avait déjà une fonction un peu cathartique. Avant de s'endormir, se raconter des histoires qui font un petit peu peur, mais pour évacuer justement ces peurs, peur de l'inconnu, peur de la forêt, peur de ne plus être aimé, peur de perdre ses parents. Ça parle beaucoup de ça, en fait, les contes. Et comment ce pilier qu'est la laïcité est-il perçu dans des pays où la religion est omniprésente? Alors, on essaye, ça fait preuve réellement de pédagogie, c'est-à-dire qu'on doit expliquer ce qu'est la laïcité et ce qui en soi est un concept qui n'est pas compréhensible dans toutes les régions du monde. En tout cas, voilà. Donc, il nous faut aborder ça avec de manière très humble et faire que nous puissions comprendre en quoi cette laïcité apporte aussi un plus dans un environnement multiculturel. Ouais. Puisqu'on a des établissements qui accueillent plein de nationalités, qui peuvent accueillir plein de religions aussi différentes. Donc c'est vraiment la question du vivre ensemble et que la laïcité est là comme étant un ciment pour permettre de grandir et de s'épanouir. Aujourd'hui, vous vous adressez surtout aux jeunes, aux enfants, ou quelque part c'est une solution, un produit qui peut être utilisé par les adultes aussi? C'est un produit qui est utilisé par tout le monde. On sait bien que la dyslexie, on ne guérit pas de la dyslexie. Ouais, c'est ça. On est dyslexique enfant et adulte, jusqu'à notre mort. Mais c'est vrai que les enfants sont les personnes qui sont le plus touchées, puisque dans leur période d'apprentissage, ils ont besoin d'avoir des outils pour les aider justement à apprendre. Donc, l'ELI est développé partout, mais surtout dans les écoles, les établissements scolaires, pour aider les élèves dyslexiques justement à étudier. Donc quoi que je mette en dessous de la lampe, que ce soit mes notes par exemple ici, ou que ce soit un manuel scolaire, il suffit d'une seule configuration de la lampe pour que ça s'adapte ensuite à tous mes livres, mes contenus que je propose. Exactement. Lors de la première utilisation, on va connecter la lampe avec une application sur un smartphone et tout simplement régler la fréquence des flashs lumineux qui se situe entre 60 et 120 Hz au confort de la personne dyslexique. Et ce réglage sera fait une fois pour toutes. Une fois que le réglage est fait, la lampe mémorise ce réglage et la personne dyslexique, l'élève, a juste à allumer sa lampe et puis à l'utiliser comme ça sur exactement une feuille de papier ou un livre. Ça fonctionne aussi sur l'écran. Quand on a des petits écrans d'ordinateur, on peut la mettre à côté ou derrière et cela aide à la lecture sur écran.
Le vrai âge d'or du conte, j'allais dire contemporain, ce qu'on raconte aujourd'hui, ça commence plutôt avec les frères Grimm, avec Perrault, c'est un peu plus tard quand même. Plutôt 16e, et surtout 17e, quand on commence à les écrire, il faut que Gutenberg soit passé par là. C'est ça, exactement, et 19e aussi. Il y a même un moment où dans les salons en France, c'est vraiment la littérature à la mode, mais à la base, c'est plutôt une littérature créée par des femmes, les précieuses, les fameuses précieuses ridicules. Les ridicules selon Molière. De Molière, qui étaient ridicules uniquement parce que c'était des femmes qui pensaient et qui voulait écrire, ce qui était tellement grave à l'époque pour une femme de se piquer de littérature et même d'être un peu intelligente. Non, c'est un peu dramatique, mais voilà, on les appelait les précieuses. Et Perrault, quand il écrit ses contes, il faut quand même préciser qu'il est très vieux. Il a eu toute une carrière d'académicien. Principalement, il a écrit des biographies d'hommes célèbres. Et à la fin de sa vie, il se dit « Ah, punaise, ça marche quand même vachement bien, les contes. » Sa nièce en produisait beaucoup. Et donc, il produit ce recueil. Et en fait, c'est pour ça qu'on se souviendra de lui et pas pour ce qu'il estimait la matière noble, les biographies d'hommes célèbres. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter encore tous nos vœux. À la réalisation, aujourd'hui, c'est Angèle Jean Girard. Au son, Thibaut Gorille-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Et Adrien, merci également d'avoir démarré l'année ensemble. On vous retrouve évidemment tout au long du mois de janvier, j'imagine. Exactement, je serai là aussi, présent. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous et à demain. Ciao.